À la mi-septembre 2009, je pris la route vers la petite maison de campagne de Thomas et Marie, située entre Auganas et Molleux. Thomas devait prendre des photos de moi pour les prochains romans. J'avais loué une voiture, une Audi noire, et, dans la matinée, je roulais en direction du nord, sur l'autoroute à 4 voies, empli d'un intense sentiment de bonheur. Le ciel était bleu et parfaitement dégagé, le soleil brillait comme en été. Sur ma gauche s'étendait l'Auressoun qui étincelait. Sur ma droite s'étiraient des champs de chaume doré et des prés, séparés par des clôtures et par des petits ruisseaux bordés de rangées d'arbres feuillus. De temps à autre se profilait la lisière de la forêt. J'avais le sentiment que ce jour n'aurait pas dû exister. C'était comme une oasis au milieu de ce morne paysage d'automne, et la pensée que les choses n'auraient pas dû être ainsi, que le soleil n'aurait pas dû briller autant, que le ciel n'aurait pas dû être aussi lumineux, éveillait une sorte d'inquiétude au milieu de ma joie. Je remarquai cette pensée, mais l'occultai dans l'espoir qu'elle disparaisse toute seule, et je repris le refrain de Cat People, diffusé par la radio. Je profitai alors à ma gauche du spectacle de la ville créé par les grues, les cheminées d'usines, les entrepôts. Je longeais la zone industrielle de Landskrona, comme j'avais longé quelques minutes plus tôt Barsebach, avec au loin la silhouette caractéristique et toujours aussi effrayante de sa centrale nucléaire. La prochaine ville était Helsingborg. La maison de campagne où je devais me rendre se trouvait à une vingtaine de kilomètres de là. J'étais en retard. J'étais resté longtemps assis dans la grande voiture fraîche à l'intérieur du parking. Je n'arrivais pas à comprendre comment la démarrer et je ne pouvais pas retourner à l'agence de location pour leur demander comment faire, de peur qu'ils ne me reprennent le véhicule à la révélation d'une telle incompétence. Je restais donc assis à parcourir le manuel en le feuilletant dans tous les sens, en vain, aucun renseignement sur le démarrage. J'examinais le tableau de bord, puis la clé, qui en fait n'était pas une clé, mais une simple carte noire en plastique. J'avais ouvert la voiture en appuyant dessus, et je me demandais s'il ne fallait pas faire la même chose pour la démarrer. En tout cas, il n'y avait pas de démarreur près du volant. Et ça alors, c'était quoi? Était-ce un trou? J'y insérai la carte noire et la voiture démarra. La demi-heure qui suivit, je tournais en rond dans le centre de Malmö pour trouver la bonne sortie. Quand je réussis enfin à gagner l'autoroute, j'avais presque 1 heure de retard. Alors que Landskrona disparaissait derrière une colline, je tâtonnais sur le siège passager à la recherche de mon portable. Je le trouvais et composais le numéro de Gear A. C'était lui qui à l'époque m'avait présenté à Thomas. Ils s'étaient rencontrés dans un club de boxe où Thomas travaillait sur un livre de photos de boxe et Gear y consacrait une thèse. C'était un duo mal assorti, pour parler poliment, mais ils se respectaient beaucoup. « Salut, petit gars, dit Gear. « Salut, dis-je. Tu peux me rendre un service ? Bien sûr. Tu peux téléphoner à Thomas pour lui dire que j'aurai 1 heure de retard ? Bien sûr. T'es en voiture, là ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, ça change. Mais là, je dois doubler une remorque. Et alors ? Je ne peux pas téléphoner en même temps. Ton extraordinaire aptitude à faire plusieurs choses à la fois serait un bon sujet pour un chercheur. Mais bon, à bientôt. » Je raccrochais, accélérais et dépassais la longue remorque blanche qui fit un écart à cause de l'appel d'air. Un peu plus tôt cet été, j'avais amené toute la famille à Custer et j'avais presque causé 2 accidents sur le trajet. L'un suite à un aquaplaning à trop grande vitesse qui aurait pu très mal finir, l'autre moins grave, mais qui m'avait quand même secoué, dans un bouchon près de Göteborg. Obligé de changer de fil, je n'avais même pas vu la voiture qui arrivait, et le choc fut évité uniquement parce que l'autre conducteur avait eu le réflexe de freiner. Le coup de klaxon furieux qui s'était ensuivi m'avait fait froid dans le dos. Cet épisode m'a fait perdre le plaisir de conduire. Il me restait toujours une petite peur, probablement salutaire, mais quand même. Le simple fait de doubler une remorque m'ôtait tous mes moyens. Je devais me forcer à le faire et après une telle épreuve, je me sentais toujours angoissée pendant plusieurs jours, une sorte d'état d'ivresse. Que j'ai passé mon permis et que j'ai pour de vrai l'autorisation de rouler, mon cœur s'en moquait. Il restait figé dans le passé, à l'époque où dans l'un de mes cauchemars récurrents, je me trouvais dans une voiture et je me mettais au volant sans savoir conduire. Tétanisée par l'angoisse sur les routes norvégiennes en lacets, menacée par l'arrivée imminente de la police, je dormais au fond d'un lit, l'oreiller et le bord de la couette trempés de sueur. Je sortis de l'autoroute et pris la nationale vers Höganäs. La chaleur était perceptible à cause de l'excès de lumière, du ciel voilé et des scintillements que la lumière du soleil avait partout parsemés. Le monde était grand ouvert, j'en avais la sensation et aussi celle qu'il tremblait. Après 10 minutes, je tournais pour me garer sur le parking d'un supermarché et je sortis de la voiture. Ah, quelle bouffée d'air! L'air renfermait le bleu de la mer, mais n'était pas chaud comme en été.
Il y avait une brise qui apportait de la fraîcheur et du calme. En marchant sur l'asphalte vers le supermarché où les drapeaux extérieurs pendaient tristement, l'air me rappela la sensation que j'avais éprouvée quand un brûlant été, j'avais effleuré de la main un pan de marbre dans une ville italienne, une fraîcheur subtile et surprenante. J'achetai, comme cadeau pour eux, une barquette de framboises, un paquet de cigarettes et du chewing-gum pour moi. Je posai la barquette sur le siège passager et je parcourus le reste du chemin. À peine 100 mètres après le supermarché, la route descendait vers la mer, étroite et bordée de haies qui entouraient les petites maisons d'été peintes en blanc. Thomas et Marie vivaient tout au bout, avec la mer à l'ouest et un grand pré à l'est. Quand je claquai la portière de la voiture derrière moi, Thomas traversa la pelouse, les jambes nues. Il me donna l'accolade, une des rares personnes qui le fassent sans que cela ne me gêne. Pourquoi, je ne savais pas. Peut-être simplement parce qu'il avait 15 ans de plus que moi, et que même si on ne se connaissait pas très bien, il m'avait toujours manifesté de la sympathie. « Salut, Karlov, dit-il. Ça fait longtemps, dis-je. Quelle belle journée. » Nous traversâmes la pelouse. L'air était totalement immobile, les arbres étaient totalement immobiles, le soleil couronnait la mer et dardait ses rayons brûlants sur tout le paysage. Cependant, il régnait toujours une sensation de fraîcheur. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti une telle paix. « Tu veux un café » dit Thomas, comme nous nous arrêtions à l'arrière de la maison où, l'été précédent, il avait construit une terrasse en bois, semblable au pont d'un navire. Elle s'étendait depuis le mur jusqu'à la haie épaisse, infranchissable, qui projetait une ombre fixe sur plusieurs mètres. « Avec plaisir, répondis-je. Installe-toi, j'arrive. » Je m'assis, remis mes lunettes et penchai la tête en arrière pour capter le plus possible le soleil. J'allumai une cigarette pendant que Thomas remplissait le récipient d'eau au robinet de la petite cuisine. Marie sortit. Elle avait remonté ses lunettes de soleil sur son front et elle clignait des yeux. Je lui dis que ce matin j'avais lu quelque chose la concernant dans le journal, un article qui reprenait un débat sur l'art auquel elle avait participé. Je ne me souvenais plus de ce qu'on lui disait d'elle, même si j'essayais de me le rappeler. Mais heureusement, elle ne me demanda rien. Elle dit seulement qu'elle allait jeter un coup d'œil à la bibliothèque, où elle se rendait justement. « Est-ce que ton livre est déjà sorti ?» dit-elle. « Non, il sort samedi, en fait. »« C'est bien, » ajouta-t-elle. « Oui. »« À plus tard, alors. Tu restes déjeuner ?»« Volontiers, répondis-je avec un sourire. J'ai apporté aussi le manuscrit de Linda. Je te le donnerai plus tard. » Marie avait travaillé à l'école des écrivains de Biscot-Parnot et accepté de relire le manuscrit de nouvelles que Linda venait de terminer. « Parfait, » dit-elle en rentrant. Un instant plus tard, une voiture démarra de l'autre côté de la maison. Thomas revint avec 2 tasses de café et un plateau de muffins. Il s'assit près de moi, nous discutâmes un peu. Il alla chercher son appareil photo et prit quelques clichés pendant que nous poursuivions notre conversation sur d'autres sujets. À ma dernière visite, il était en train de lire Proust, ce qu'il faisait encore. Juste avant que je n'arrive, il était sur la terrasse en train de lire La mort de la grand-mère. « C'est l'un des plus beaux passages, dis-je. »« Oui, dit-il en se levant pour me photographier sous un autre angle. » Je me remémorais le peu dont je me souvenais de cette scène. Comment cette mort était arrivée sans prévenir. Un instant, la grand-mère était dans un fiacre qui devait la promener dans le parc du Luxembourg. L'instant d'après, elle avait une attaque dont elle était morte quelques heures plus tard. Ou peut-être plutôt quelques jours. La maison pleine de médecins, l'inquiétude écrasante qui imprégnait l'ambiance dans cette première étape de la douleur, quand l'apathie est encore traversée par une lueur d'espoir. La mort arrive à l'improviste, c'est son aspect le plus bouleversant. « Bon, dit Thomas, et si tu approchais ta chaise de la haie ?» J'obéis. Il rentra pour voir les photos dans l'ombre. J'allai chercher le café dans la cuisine et y jeter un coup d'œil au passage. « Elles sont bien, si ça ne te dérange pas d'avoir un grand nez. » Je souris et sortis. Thomas ne tenait pas à m'embellir ni à capter une expression particulière. Bien au contraire, je compris. Il voulait juste saisir mon expression quand j'étais détendue et que je ne prenais pas la pause. Il ressortit sans son appareil photo et s'installa au soleil. « On a fini ?» dis-je. « Oui, ça a l'air bon. Je te prendrai peut-être en pied un peu plus tard. »« D'accord, dis-je. » On entendait des voix étouffées de l'autre côté de la haie. Je croisais les jambes et regardais le ciel. Il était sans nuages. « Je suis allé à l'hôpital rendre visite à l'un de mes meilleurs amis avant de venir ici, dit-il. Il s'est cassé le cou. »« C'est horrible, dis-je. »« Oui, on l'a trouvé sur la plage Gullor-Marsplan, au centre de Stockholm. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Il était juste couché là, par terre. »« Il a repris connaissance ? » ?»« Oui, il peut parler et il a l'esprit clair. Mais il ne se souvient de rien de ce qui s'est passé. Il ne comprend même pas ce qu'il faisait à Gullor-Marsplan. Il avait bu ? Non, non, pas du tout. C'est une maladie. Une fois, il lui est déjà arrivé presque la même chose. Il avait perdu connaissance dans son appartement et s'était réveillé totalement confus. Mais cette fois-ci, les conséquences sont beaucoup plus graves. J'ai bien peur qu'il ne s'en sorte pas. Je ne savais pas quoi dire et je hochai la tête. Nous sommes restés silencieux un moment, puis Thomas me regarda. « On va faire un tour ? » « Volontiers, répondis-je. »
Quelques minutes plus tard, nous refermions le portillon derrière nous et nous commençâmes à traverser les pâturages qui descendaient en pente vers la plage de galets et les vagues qui s'abattaient sur le rivage. Des vaches à longues cornes se tenaient sur une petite hauteur et nous observaient. Bien qu'il n'y ait des maisons à 50 mètres de là, et derrière une route à forte circulation, on avait l'impression de traverser une lande déserte. C'était la mer qui avait créé ce spectacle inhabituel, le pré qui tombait à pic sur la plage. Ce genre de terrain étant parmi les plus chers du coin, on n'utilisait pas comme pâturage. Là-haut, il y a des installations qui datent de la guerre, dit Thomas, en indiquant de petites constructions basses en béton un peu plus loin. Tu vois, le Danemark est tout près. On en trouve aussi là où j'ai grandi, mais elles appartenaient aux Allemands, ajoutai-je. Ah bon, dit-il en sortant son appareil photo pour prendre une photo de moi, le profil tourné vers la mer. Nous allions y jouer quand j'étais petit. C'était surtout les bunkers de la forêt qui nous attiraient. C'était génial, c'était dans les années 70. Un peu plus de 30 ans seulement après la guerre. Le vent était plus fort ici, à découvert, mais les vagues qui s'abattaient sur la plage étaient basses et engourdies. Les vaches avaient recommencé à paître. Elles laissaient des bousses partout derrière elles, certaines molles et flasques, d'autres sèches et durcies. Là-bas, il y a quelque chose de très rare, dit Thomas, en m'indiquant un petit bassin dans un marais plein de roseaux, à l'abri de la mer derrière une butte. Qu'est-ce que c'est ? Tu vois l'eau là-bas ? J'acquiesçai. Il y vit une espèce de crapaud que l'on ne trouve nulle part ailleurs en Suède. Il ne vit qu'ici, dans ce petit trou d'eau. C'est vrai ? Oui, on le trouve aussi peut-être en Finlande. Le crapaud sonneur à ventre de feu, c'est son nom. Si on a de la chance, on va pouvoir en entendre quelques-uns. On croirait des petites cloches. J'ai écouté un jour une émission de radio. Ils avaient enregistré le son produit par les crapauds d'ici et l'avaient comparé avec ceux de Finlande. On va les écouter ? Nous nous arrêtâmes un peu avant l'eau. Aucun bruit, sinon celui du vent qui soufflait dans nos oreilles et le murmure léger de la mer.